Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo update lecture. Donc je vais vous parler de mes lectures du mois de juin et celle que j'ai commencée sur le mois de juillet. Donc c'est parti! Alors j'ai commencé à peu près le mois de juin avec le livre de Mathieu Ménégo, Je me suis tue. Donc je pense que j'en ai déjà parlé, c'est un livre que j'ai dû lire pour le travail. C'est l'histoire d'une femme qui va arriver en prison car elle a commis un crime. Vraiment ce livre-là, je pense que c'est moins on en sait, mieux c'est. Le rythme il est incroyable. C'est on va dire un thriller pour moi, un thriller un peu enquête, mais vraiment en fait c'est narré. Et ce que je retrouve dans la plume de Mathieu Ménégo, c'est que vraiment on ressent que l'histoire est racontée. C'est pas en mode il y a les descriptions des arbres et des trucs un petit peu inutiles. Il y a vraiment aucune fioriture. Il va droit à l'essentiel. Désolée si mon front brille, il fait super chaud et j'essaie d'enlever le plus de bruit que possible, donc c'est compliqué. Et aussi, désolé pour le bruit, les travaux, c'est permanent ici de toute façon. Donc, les thématiques qui sont traitées aussi sont très fortes, donc peuvent trigger certaines personnes. Donc, faudrait peut-être faire attention quand même à essayer de pas se faire spoiler, mais de voir un petit peu ce que ça traite. Mais en tout cas, on suit dans l'histoire d'une femme qui a une petite vie de famille, j'ai oublié son prénom, et elle a son petit mari, sa petite vie. Et en fait, c'est un jour où tout bascule, mais vraiment l'entièreté de sa vie bascule. Et on sait qu'elle arrive en prison et elle écrit en fait quelque chose depuis la prison qui nous explique en fait tout pourquoi elle en est arrivée là en fait. Et c'est exceptionnel la façon dont il écrit, c'est-à-dire que même la façon dont il parle, parce que du coup c'est un auteur qui écrit une personnage féminine, et on va en reparler parce que du coup c'est pas le seul que j'ai lu de lui, qui traite d'une personnage féminine. En fait, on aurait dit que c'est une femme qui a vécu et qui a écrit, donc après je pense qu'il s'est un peu inspiré de témoignages existants. Il a dû se renseigner sur les choses qui ont été vécues par le personnage féminin pour pouvoir les retranscrire au mieux, je pense. Parce qu'en tout cas, le travail, il a été bien fait. J'avais vraiment l'impression de dire un témoignage réel et pas une histoire fictive. Donc juste pour ça, les émotions de la femme, ses actions, son côté irrationnel, sa façon de réfléchir plus généralement, c'était vraiment super bien traité, super bien amené. Rien à dire, c'était très court, très rapide, très incisif. C'était un livre qui m'a bluffé. Donc voilà, je crois que je lui ai mis 4 étoiles et demi, on va dire, à peu près. Pour moi, bon, ça vaut un peu 5 étoiles, mais c'est vrai que c'est pas forcément mon style au début. C'est pas un livre du tout que j'aurais choisi dans la librairie, par exemple, de moi-même, si je n'avais pas lu pour le travail. Mais en tout cas, c'était une très bonne découverte. Donc je vous le recommande. C'était mon premier livre du mois de juin. Ensuite, j'ai lu Autre registre, Moitié du bas sorcière de Marie Scondé, Moitié du bas sorcière de Salem. Je ne sais pas dans quel cadre ça pourrait rentrer, mais j'aurais dit un peu fantastique. Donc on suit Tituba, qui est une femme qui est originaire de la Barbade et née autour de l'esclavage. Donc elle a toujours vécu, enfin elle est enfant d'esclave. Sa mère a été violée par, je sais pas si on peut le dire, par un marin, il me semble, et elle est née de cette union. Donc c'est une sorte de métisse, il me semble. Et après, elle a été élevée par une femme un peu le cliché de la dame qui vit dans les bois, la sorcière des bois. Et en fait, elle a vraiment pas vécu la même vie que les esclaves qui étaient dans les plantations. Elle a appris énormément de choses sur la sorcellerie, sur les rites, ces sortes de rituels, etc. de son pays en fait. Au bout d'un moment, elle a été déportée parce que lorsque la dame est morte, il fallait bien qu'elle continue de vivre. Et elle a rencontré quelqu'un. Et donc en fait l'histoire part comme ça et elle se retrouve à Salem. Donc elle a suivi son nouveau propriétaire, son nouveau maître on va dire. Et c'est à partir de ça que vraiment l'histoire rentre dans son... L'histoire commence réellement. Donc on va vraiment assister au procès en fait des sorcières de Salem, mais vu du point de vue de Tituba, donc une femme noire. Et je trouve que c'était super intéressant à voir parce que déjà, on a une femme noire, mais une femme aussi tout d'abord, et on voit du coup la différence de traitement entre les femmes noires et Tituba, parce que même entre elles, il n'y a aucune solidarité en fait, puisque il y a le racisme, et en fait, je trouve que ça a été écrit dans les années 80, et il y a quand même un côté qui est très actuel dans le récit. Je pense qu'on peut parler même de féminisme intersectionnel dans le fait que ces consoeurs en fait qui ont elles aussi été victimes on les a accusées aussi de sorcellerie. Elles sont limite ennemies en fait dans le roman, et alors qu'on aurait pensé le contraire au départ.
C'est ce que je trouve qui est intéressant en fait. Et il y a aussi tout le côté magie, sa relation aussi avec les autres esclaves, sa relation avec les hommes aussi qui prend une bonne partie du livre, qui est parfois un peu agaçante, mais c'est nécessaire, donc c'est pas gênant. Et ça sert l'histoire, c'est compréhensible. Donc bon, je ne peux pas dire que c'est un mauvais point du livre non plus en tout cas. Pas du tout mon style aussi d'habitude. Il se laisse lire, il est très court, il relit très vite, très facilement. Je l'ai pas lu d'une traite, mais bon, quelques jours c'était bouclé quoi. Ah, c'est une amie qui me l'a passé d'ailleurs et donc j'ai pas trop traîné avec lui en vrai, vraiment. Il était super, donc je lui ai mis 4 étoiles. Donc je recommande aussi, lisez Marie Escondé. Ensuite, autre registre, on part sur la romance. Ça fait un moment que je pense que je n'ai pas parlé de romance sur la chaîne parce que j'en lisais pas beaucoup. D'ailleurs, ma bestie de livres m'en veut pour ça. Mais j'avoue que je n'étais pas du tout dans mon era romance. Hein. Je pense que c'est par rapport à l'écriture aussi. Il y a une part de ça parce que j'écris un peu de la romance. Donc j'aime pas lire, en tout cas au moment même, le genre dans lequel j'écris. Ça dénote, ça me dérange, ça gêne et ça fait une dissonance et j'aime pas. Donc je préfère lire d'autres genres. Mais bon, comme elle me tente un petit peu de lire cette romance-là et j'avais envie aussi de revenir un petit peu malgré tout. Donc j'ai tenté, donc c'est L'As de cœur de Morgane Moncomble, que je pense que tout le monde connaît à l'heure actuelle, on n'a plus besoin de présenter, hein. C'est vraiment le roman déjà de Morgane Moncomble je pense, et la romance vraiment contemporaine que beaucoup de personnes ont lu, surtout voilà, donc c'est vraiment le livre pour moi de Morgane Moncomble qui l'a défini pas mal, en tout cas je sais pas si c'est son plus gros livre, mais je pense que c'est celui-là, ça s'en rapproche. Du coup on suit deux personnages principaux dans un univers du poker, et il y a des personnages qui sont très forts, c'est-à-dire que leur personnalité est très forte, et il y a des thématiques qui sont traitées et qui sont c'est vraiment cool. En fait je l'ai lu vite, bon après c'est la plume de Morgane Moncomble aussi, elle est très fluide, très facile à lire, c'est très agréable. Je l'ai pas, ça m'a pas mis en panne de lecture ou quoi, donc je considère que c'était bien passé. J'aurais pas dit que c'était un coup de cœur non plus, mais c'était quand même cool d'avoir une personnage féminine forte qui ne subissait pas la relation. En fait, vraiment, elle était quand même dictée par ses choix, mais il y avait quand même un univers très masculin autour d'elle en soi. Donc, il y avait aussi le côté un peu found family qu'on ressent un peu peut-être tard quand même, ce qui est dommage, mais c'est normal, c'est comme ça que l'histoire fonctionnait. Ce qui est aussi super agréable parce que j'aime bien quand il y a des nouveaux amis, des nouvelles personnes qui se créent et tout, et voilà. Donc j'espère que ça ne spoil pas quoi que ce soit, mais voilà. En tout cas, je lui ai mis 3 étoiles et je recommande. Peut-être que je lis L'As de pique, mais je sais pas du tout de quoi ça parle. Je sais pas si c'est une suite ou quelque chose de parallèle. Peut-être que c'est avec d'autres personnes, des personnages qui sont présents. Affaire à suivre. Ensuite, j'ai lu L'œil le plus bleu de Toni Morrison. Donc Toni Morrison qui est une grande autrice noire des États-Unis. Donc on suit l'histoire de Pecola, qui est une jeune fille de 11 ans, qui est une jeune fille noire qui vit aux États-Unis, je pense à l'époque un peu de la ségrégation. Je suis pas sûre qu'on a une date précise. Mais en tout cas, ils vivent ensemble, ils sont très séparés des autres. Et elle a un rêve, on va dire, c'est vraiment d'avoir les yeux bleus. Parce qu'elle considère que toute sa vie serait différente si elle était belle, si elle avait les yeux bleus. Parce que vraiment, elle est considérée vraiment comme la fille, mais laide. Vraiment, c'est pas genre... voilà, on la remarque pas. On va dire qu'elle a un peu régné pour elle presque, mais c'en est triste en fait, et elle rêve d'avoir les yeux bleus parce que pour elle, quand elle aura les yeux bleus, ben, en fait c'est bon, elle sera belle, donc tout ira bien, il y aura plus de soucis dans sa vie. Mais bon, du coup ce sera pas trop comme ça que ça va se passer quand elle va grandir, mais en tout cas on la suit avec son autre amie dont j'ai oublié le nom, et en fait on suit un petit peu les deux jeunes filles, donc une famille de deux sœurs chez qui Pecola va vivre un moment. Et donc, à un moment donné, aux copines, un peu, on va les suivre, de voir comment elle, en tant que petite fille noire, évolue dans un système qui est un peu ségrégationniste. On a à côté une fille qui, par exemple, déteste les petites poupées blanches, etc. Et elle est plus affirmée, on sent qu'elle est plus stable. Et on a Pecola à côté qui est vraiment dans son monde, dans son truc de... Elle a envie d'être blanche, hein, pour moi, je pense. Bah, c'est pas exactement dit comme ça, peut-être que je me trompe de l'analyse, hein, mais le fait d'avoir les yeux bleus, tout ça. Et en fait, c'est une histoire qui parle surtout de problèmes liés à l'esclavage, mais de façon transgénérationnelle, parce qu'on suit les parents de Pecola, on suit aussi la famille des deux autres petites filles, et on voit comment les schémas familiaux se répètent, mais de façon extrêmement négative. Donc, je ne vous spoilerai pas en disant que ça parle des... je ne sais pas si je peux dire le mot sur YouTube.
de violence sexuelle. Genre, je ris, mais je ris jaune parce que c'est vraiment une histoire qui m'a bouleversée, mais à un point c'était extrême. Genre, quand j'y pense, la façon dont elle écrit c'est extrêmement imagé, c'est-à-dire qu'il y a des scènes horribles que je vais pas oublier. C'est comme si j'ai vu le film, c'est dans ma tête, c'est ancré, et oh mon dieu que ça m'a mis mal à l'aise. J'avais l'impression d'avoir assisté à la chose tellement ça semblait réel, c'était vraiment horrible. Donc vraiment, âme sensible, s'abstenir si c'est des sujets qui sont triggers pour vous. Je recommande pas du tout parce que c'est un sujet, c'est un livre qui est très très dur je trouve. Et je lui ai mis 4 étoiles. Parce qu'il m'a bouleversée, c'était poignant. Et du coup, ma copine m'a prêté Beloved. C'est un autre livre de Toni Morrison. Donc je n'ai pas trop le résumé en tête, d'ailleurs il est en anglais. Je lis en anglais d'habitude, mais jusqu'à un certain niveau de langage. Donc bon, là, je trouve que Toni Morrison, elle a quand même une plume qui est assez... Voilà. Donc d'ailleurs, le plus bleu, il se présente comme ça. Je sais pas si je vais réussir à le lire de façon fluide en anglais et hors liseuse en plus. Donc franchement, ça sera un challenge à faire à suivre. On remarque pour l'instant que je n'ai encore lu qu'un livre de ma wishlist pour les vacances, on va dire. Mais c'est pas grave. Ensuite, donc on en revient à Mathieu Ménégo qui est un fils parfait. Donc celui-là aussi c'était cool, je lui ai mis 3 étoiles. Donc c'est là encore on suit une femme qui a sa petite vie de famille, etc. Et elle va découvrir un truc horrible où la justice aussi va s'en mêler. Et là, on aura vraiment l'aspect un peu procès, la police, la justice, comment les choses sont prises en compte. Là aussi, je pense que c'est quelqu'un qui a fait énormément de recherches sur le milieu de la justice, les procédures, comment ça se passe pour les victimes, parce que ça avait l'air très très juste quand même. Là encore, ce sont des sujets qui sont très durs, donc problématiques. Il faut checker les trigger warnings avant, parce que c'est pas simple. Il y a des passages qui sont très durs, enfin très crus, on va dire. Donc ils sont très courts et ça passe vite, mais ça dépend du type de personne qui le lit aussi. Mais j'avoue que j'ai préféré un fils parfait. Mais bon, pour le coup, la plume on la retrouve, là encore c'est raconté, c'est pas trop descriptif, il va à l'essentiel. On suit l'histoire de la dame, elle raconte qu'est-ce qui est arrivé là vraiment depuis le début. Et c'est super intéressant, donc je recommande aussi. Je pense que tous les livres de Mathieu Ménégo doivent être un peu comme ça. Il y a peut-être un livre de 3ème, pourquoi pas, mais voilà. Et enfin, ou enfin presque, j'ai lu Une ombre dans la braise de Jennifer L. Armentrout. Donc, regardez comme il est beau. Je l'ai déjà présenté, je pense, quand je l'ai acheté. Ou j'ai dû le montrer sur Instagram, pour ceux qui ne me suivent pas, je vais mettre dans la description. Donc, on a la saga numéro 1 qui est Le sang et la cendre. Donc c'est la première saga principale, et là je vais entamer le 4e tome. Et là c'est une saga parallèle, ce qui est La chair et le feu, et donc c'est Une ombre dans la braise, c'est le tome 1. Et donc là le tome 2 en plus sort en septembre en français, donc voilà. Franchement j'ai pris 6 mois, je l'ai acheté en janvier je crois, on est en juillet, et je l'ai lu ce mois-ci. Je regrette pas d'avoir attendu autant, mais c'était pas nécessaire, franchement c'était une dinguerie. Et pour ceux qui suivent un petit peu, enfin pour ceux qui connaissent la saga en fait, dans Le sang et la cendre, on a Poppy, une jeune fille qui est une pucelle, qui est destinée à être élevée pour le bien de son royaume. Voilà, on va dire c'est l'élu, mais elle est maltraitée, elle peut pas sortir de chez elle, elle doit porter un voile. Bon, voilà, elle a pas la vie de fou jusqu'à ce qu'elle rencontre Hawk, son garde du corps, son nouveau garde qui fait la garde royale. Et bon, il y a un petit truc qui va se créer entre eux, mais il va se passer des choses qu'il faut qu'elle ne pourra plus suivre son destin initial. Et c'est incroyable cette saga-là, franchement, je m'en lasse pas. Et là, on suit on va dire, un univers précédent. Donc on suit les dieux en fait, parce que du coup c'est un truc fantastique évidemment. Et on suit tout ce qui s'est passé avant elle en fait, avant toutes les guerres, tout ce qu'on retrouve dans la saga principale qui se passe à l'heure actuelle. Ça s'explique mais vraiment de façon précise. Jennifer Armentrout, franchement je dis son nom comme si je l'invoque, parce que vraiment, oh mon dieu, qu'est-ce que j'aurais adoré l'interviewer cette femme. C'est une dinguerie, l'univers, Le sang et la cendre. C'est ça qui m'a remis dans la fantaisie, en fait. Qui m'a même mis dans la fantaisie parce que avant ça, j'étais pas sur ça. J'étais vraiment, moi, romance, contemporain, thriller. J'allais pas chercher ailleurs, mais mon dieu, l'univers est tellement riche. En fait, on aurait dit que c'est plus riche que genre toute la mythologie grecque, avec toutes les créatures qui existent, les dieux, les sous-dieux, les jeux qui ont des trucs mélangés. Il y a
tellement de choses, c'est super détaillé. Et tout a un sens, enfin, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui, il y a des espèces de, pas vraiment du foreshadowing, mais presque, je pense, puisqu'il y a des choses que déjà tu comprends avant, et que tu comprends, enfin, que tu as vu avant et que tu comprends maintenant, par exemple, quand tu commences cette saga-là, mais c'est juste une dinguerie. La précision et la foisonnance de l'univers, wow, j'ai même été obligée de prendre des notes. Attendez, là j'ai dû faire des schémas parce que du coup, là, le tome 4, je vais le lire, mais le tome 5 de la saga principale, je sais pas quand est-ce qu'il sort, donc ça ce sera l'année prochaine. J'ai pas vous oublier. Déjà là, 6 mois sont passés, à peu près. Ça fait 6 mois, j'ai pas trop oublié, ça va, mais bon, on commence à la mémoire, je ne lui fais pas confiance. Donc j'ai pris quelques notes quand même. Mais enfin, voilà, c'est pour vous montrer à quel point je suis déterre dans ce truc. Ma bestie m'a annoncé qu'elle va me laisser toute seule dans cet univers-là, dans la saga. Donc, s'il y a des gens qui l'ont lu, partagez-moi. Comme ça, vous pourrez toujours partager avec quelqu'un. Mais vraiment, si je peux vous conseiller de lire la saga, même si vous... Non, je pense que de lire ce tome-là sans avoir lu le reste, ça n'a peut-être pas d'intérêt. Mais ça peut être agréable aussi. Donc vraiment, je recommande, mais à 1000% pour moi, c'est la meilleure saga fantasy du siècle. Et il n'y a rien qui a dépassé ça pour l'instant. Donc voilà. Et enfin, là c'est juste ma lecture du moment. Je lis La maison au milieu de la mer, c'est lucérienne de T.J. Klune. Enfin, parce que c'était dans ma liste aussi, donc il va me manquer Babel et un Skiller aussi que j'avais mis dedans. Et pour l'instant, j'ai eu un peu de mal à rentrer. Ça fait un petit peu Harry Potter, je trouvais un peu Lycabog, enfin un peu On suit les enfants, avec des thématiques un peu fortes, genre parce que du coup c'est fantastique. Donc un peu les enfants particuliers, on va dire, parce que c'est un monsieur qui travaille pour le ministère de la magie, qui devrait aller dans un orphelinat sur une île un peu genre excentrée et loin de tout, où le maître de l'orphelinat, on va dire, c'est un homme un peu particulier, voilà, mais un peu sympathique. Et les enfants sont très bizarres, très particuliers, et c'est pour ça que le ministère de la magie l'a envoyé là pour faire son rapport d'enquête, pour savoir si les enfants peuvent rester sur cette île et dans cet environnement-là, pour voir si tout va bien. En tout cas, c'est le truc de principe. Donc, on suit un petit peu le monsieur et puis son chat, quoi. C'est quand même agréable. Là, je suis inscrite dedans, je suis à peu près à la page 200, presque, et le livre fait à peu près 470 pages. Et genre, je rentre un peu plus dedans, mais c'est pas un coup de cœur pour l'instant. Ça fait un peu jeunesse, mais pas trop. Et bon, c'est pas trop mon style. Et je m'attendais pas à ce que ce soit comme ça, je pense. Ou Nari, après c'est normal hein, que les enfants ce sont des personnages qui prennent de la place. Donc du coup, il y a le côté enfantin, mais thématique un peu jeunesse, on va dire. Donc ça prend sens, mais je sais pas pourquoi, je m'attendais à autre chose. Donc on verra comment l'évolution des personnages se fait. Est-ce que je vais m'attacher à eux? Affaire à suivre. Donc voilà, c'était mon update de mes dernières lectures. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre si vous en avez lu certains dans les commentaires, ou n'hésitez pas à mettre sur Instagram les mots d'Anna. Donc voilà, bye.